C'est quoi en réalité la vision? Pourquoi WAM? Est-ce que parce que le mariage, mission, agence missionnaire et église est difficile à consommer? Deux entités parallèles? Donc WAM, c'est West Africa Missionary Movements, avec S à la fin. Notre vision, c'est d'identifier les églises à tendance missionnaire. Nous avons un accent particulier sur les églises. On s'est rendu compte que le mariage mission-église est un mariage difficile à consommer. Les agences missionnaires fonctionnent en dehors des églises. C'est ces deux entités parallèles qui sont supposées travailler pour le royaume, mais qui ne collaborent pas. Donc, nous voulons aussi contribuer à recréer ce pont. La plupart des agences missionnaires, surtout quand elles ont une tendance africaine, ont ce penchant à vouloir collaborer avec l'Église à l'extérieur de l'Afrique. Et quand elle reçoit les ressources de l'Église à l'extérieur de l'Afrique, elle fonctionne en Afrique en dehors de l'Église africaine. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. Oui. C'est-à-dire, on a une agence missionnaire qui a le fardeau d'atteindre les non-atteints, par exemple, en Afrique, en Côte d'Ivoire, si on veut parler, puisqu'on est dans Côte d'Ivoire. La tendance générale, c'est quoi? Chercher des églises en Europe, en Amérique, qui vont soutenir notre projet. Et quand nous avons les ressources de ces églises-là, nous réalisons le travail en Côte d'Ivoire sans fonctionner en collaboration avec l'église ivoirienne. Ça donne l'impression à la base que la mission et l'église ne sont pas en collaboration. Ce sont deux entités parallèles. Alors que l'agence missionnaire, elle n'existe pas sans l'église. Il y a une église quelque part qui la soutient. Et vous voyez que c'est un triangle dangereux. C'est un triangle dangereux. Et ça fait que plusieurs agences missionnaires sont entrées dans la compromission. Parce qu'il faut satisfaire celui qui donne. On fabrique des faux chiffres. Nous avons des peuples qui sont déclarés atteints sur des forats, sur des plateformes, alors que dans la réalité, aucun missionnaire n'y est jamais allé. Mais quand vous allez dans les bases de données, vous avez de très beaux chiffres. Justement parce que l'Église qui soutient les missions n'est pas en collaboration avec le champ d'action. Donc, il y a une nécessité maintenant d'amener l'Église locale. Et vous voyez, et quand ça se passe comme ça, l'Église locale se désolidarise de l'activité missionnaire. Et cette désolidarisation fait que elle n'est pas au courant de sa responsabilité missionnaire. Parce que ce sont des agences missionnaires qui amènent l'Église locale à comprendre la nécessité de s'investir dans les missions. Or, la mission locale ne collabore pas avec l'Église locale. L'Église locale se contente à faire ce qu'elle sait faire. Croisade, et puis tout ce qu'on fait, vous voyez un peu, prospérité et toutes ces choses-là. Les déviances doctrinales majeures, ça ce sont des hypothèses que nous expérimentons dans l'Afrique subsaharienne de façon générale, pourraient être causées par l'attitude des agences missionnaires qui ne jouent pas leur rôle de sensibilisation de l'Église locale et son implication dans l'œuvre missionnaire. Bon, c'est des hypothèses que nous sommes en train d'émettre. Donc depuis un certain temps, ça fait 2 ans déjà, nous sommes intentionnels dans nos efforts d'identifier l'Église locale. Actuellement, on identifie des églises qui ont une tendance missionnaire et on les mobilise. Dans le processus de mobilisation, on les amène à adopter un des 33 peuples rouges. Donc, une église locale, une dénomination locale est considérée partenaire de WAM lorsqu'elle a réussi à adopter un peuple. Donc c'est l'adoption qui est l'élément phare du partenariat. En dehors de l'adoption, vous êtes un ami, vous êtes des sympathisants, mais vous n'êtes pas partenaire de WAM. Donc on est partenaire WAM car on est arrivé au point où on se dit, nous avons adopté ce peuple. Et adopter, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Le peuple devient votre enfant.
C'est-à-dire, la responsabilité de gagner ce peuple à Christ repose sur vos épaules. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Mais nous amenons l'Église locale à pouvoir arriver à ce carrefour-là. Réussir à convaincre la tête, c'est-à-dire les dénominations évangéliques, pas juste une église locale, à rejoindre le mouvement pour un impact plus fort. Une stratégie intelligente de WAM. Mais tantôt, tu avais aussi parlé d'église. Oui. Est-ce que quand tu parles d'église, tu parles d'une assemblée ou bien est-ce que tu parles d'une dénomination? Oui, oui. En fait, la cible principale, c'est la dénomination. Oui. Parce qu'il est plus facile de prendre des initiatives lorsqu'on réussit à convaincre la tête. Donc, mon travail principal, c'est d'entrer en contact avec le maximum de leaders possible. Il y a constamment des rencontres ici et dans leur bureau. Avant de les amener ici, on va dans leur bureau, nous discutons, n'est-ce pas, de la vision qui nous anime, qui est la vision du Seigneur en fait. Voilà. Nous en parlons et puis généralement ils disent ok, on a compris, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et après, à un moment, il y a des coups de fil qui résonnent et disent bon, j'ai parlé à mon staff, est-ce que vous pouvez venir davantage en parler? Des conférences de vision se multiplient. Et quand la dénomination adopte le principe, voilà, vous avez compris la nécessité d'aller vers les peuples non atteints, mais maintenant voilà la liste. À la lumière du travail que vous êtes en train de faire, parce que nous faisons un travail d'espionnage aussi, avant d'aller vers une dénomination, nous faisons des recherches sur eux. Ça allait être ma deuxième question. Est-ce que vous travaillez avec toutes les dénominations ou bien est-ce que vous choisissez des dénominations qui, selon vous, représentent le type d'enseignement chrétien que tu veux multiplier? Oui, merci Carl. En fait, c'est ça le fond. Nous avons vu sur le schéma des peuples qu'il y en a qui sont jaunes. Donc, nous ne voulons pas être dans un contexte où nous avons mobilisé une église qui n'est pas évangélique. Ils iront faire un travail de multiplication qui deviendra un problème pour les missions globales demain. Donc, de façon globale, nous nous intéressons au monde évangélique. Voilà. Le monde évangélique, c'est la cible générale. Bon, maintenant, à l'intérieur, il y a des nuances. Nous prenons quand même le temps de mener des recherches minimales et on se dit, ce peuple, il a un fondement doctrinal solide pour pouvoir implanter une église qui glorifie le nom du Seigneur. Mais le fondement doctrinal ne couvre qu'un pourcentage. Il y a la dimension, l'élan stratégique. Vous voyez un peu, l'élan stratégique est important. On a des églises très assises doctrinalement qui sont totalement statiques. Voilà, ils sont dans la logique de, on appelle ça comment, l'église, quel est le nom? En fait, ils sont dans la logique de l'église attractionnelle, où on embellit l'environnement qui attire, mais alors que nous sommes dans la logique de l'église mouvement, celle qui se décompose pour aller vers. Donc, il y a ces éléments-là que nous considérons lorsque nous nous approchons des leaders. Voilà. Donc voilà un peu quelques critères qui nous permettent. Nous sommes aussi intéressés par des jeunes églises dans le monde évangélique. Les églises centenaires, vous savez, les habitudes ont la peau dure. Elles ont déjà du crédit, elles ont une notoriété. Généralement, elles n'ont pas grand-chose à prouver. Par conséquent, la dimension ambition n'est pas trop présente dans leur démarche. Ce serait merveilleux d'évoluer avec elles parce qu'elles ont la ressource, qu'elles soient humaines, matérielles, financières et tout le reste, elles ont, mais généralement elles bougent très difficilement. Elles ont déjà leur système. Et nous sommes très curieux, nous sommes très intéressés par des jeunes églises qui, elles, ont encore l'ambition. Elles veulent s'épanouir, elles veulent s'étendre.
Et on leur dit généralement, il y a un terrain vide de l'autre côté. Vous pouvez aller devenir apôtre et évêque, n'est-ce pas? Si vous le faites dans un terrain non atteint. Voilà. Donc c'est un peu ça, les éléments que nous mettons ensemble lorsque nous faisons le choix. Donc, nous mobilisons, nous contribuons à l'équipement et puis nous coachons dans le processus. Contrairement à ce que nous faisions en Afrique centrale, nous étions nous-mêmes les instigateurs de l'Institut de formation. Oui. Nous rendons grâce à Dieu pour IMVA, qui nous a inspirés dans la transition, c'est-à-dire nous sommes passés d'institut de formation missiologique à institut de facilitation. Vous voyez un peu? Oui. De formation missiologique. Okay. Donc, on a passé à la migration. Au début, nous avions des campus dans lesquels on demandait aux personnes de nous envoyer, n'est-ce pas, les candidats. On a eu des expériences très négatives. D'abord, une église qui, au fond, n'est pas foncièrement missionnaire, vous enverra des candidats qu'elle va vous abandonner. On s'est retrouvé en train de parrainer des candidats qu'on est appelés à former. Ça, c'était déjà un problème majeur. Et la charge pondérale devenait plus forte. Le deuxième problème, c'est qu'une église qui n'arrive pas à soutenir un missionnaire qu'ils ont envoyé en formation court le risque de ne pas l'accompagner quand il ira sur le terrain. On s'est retrouvé en train de déployer tellement d'énergie pour former des missionnaires, et quand on les renvoie vers leur église de base, ils sont transformés en diacres, je ne sais pas trop. Alors que nous avons déployé tellement d'énergie pour leur équipement. Mettre en place des écoles de mission, investir dans la formation des formateurs, c'est le choix que fait WAM afin que l'impact soit plus rayonnant sur le terrain. Une philosophie à effet domino, un rôle de facilitateur. Et aujourd'hui, au lieu d'être pionnier d'une école ou institution missionnaire, nous amenons plutôt le partenaire à épouser le désir de commencer une école. Et là, ici, nous faisons la formation des formateurs. Okay. Et ce sont ces formateurs formés qui vont ouvrir l'école chez eux. Nous contribuons à la conception du curriculum avec une bonne fenêtre pour l'intégration de leur dogmatique. L'idée étant qu'à la fin de la formation, que les missionnaires soient pleinement intégrés dans leur système. Et comme on le disait, IMVA nous a beaucoup formés. Je voulais IMWAC. On a IMVA ici. Voilà. IMWAC nous a beaucoup inspirés dans cette transition-là. Voilà. Okay. Donc ça nous fait du bien. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Okay. Voilà. Okay. Combien de temps est-ce que ça prend dans l'expérience que tu as pour maintenant pour former les gens pour aller commencer une école ou quelque chose comme ça? Voilà. Le processus nous prend 3 ans. Okay. C'est un processus de 3 années. Il va à sa maturation. Mais maintenant, nous n'attendons pas la formation complète du formateur avant d'initier le processus d'ouverture de l'école. En fait, les formateurs initient l'ouverture de leur école pendant qu'ils sont en train d'être formés. Nous engageons par exemple le processus avec eux, maximum 6 mois avant. Il y a des cas où nous l'avons même engagé 3 mois avant. Après 3 mois, c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience. Parfois, c'est des pasteurs qui officient depuis 20 ans. Ils ont une licence, un master en théologie. Donc, nous n'avons vraiment pas grand-chose à les enseigner. Il y a ce paquet missiologique que nous venons intégrer dans le processus de leur formation. Nous faisons une licence en missiologie avec eux et c'est un processus de 18 mois, sachant qu'ils ont déjà des prérequis. Oui. Au-delà des prérequis, ils ont l'expertise. Donc, pendant 18 mois de voyage avec eux, et ce n'est pas un 18 mois de résidence, hein, c'est les contacts, parce qu'ils doivent continuer à exister. Donc, pendant 18 mois, nous nous retrouvons, n'est-ce pas? On a, je crois, 6 contacts pendant cette période-là. Pendant la première année, on se retrouve 6 fois. Okay. Et après la première année, quand ils entrent dans
les 6 derniers mois, c'est les mois de recherche. Et ceux qui n'ont pas eu, par exemple, la formation biblique? Ah ouais, là, ils sont appelés à suivre le schéma. Ils doivent être étudiants dans leur école. Ok. Vous voyez un peu. Donc, les formateurs sont des personnes qui ont le minimum de formation biblique, en qui nous venons introduire le paquet missiologique. Bon, maintenant, il y a des systèmes, surtout dans le monde pentecôtiste, dans lesquels la quasi-totalité du staff n'a pas de formation théologique. Alors qu'ils ont de l'expérience, 15 ans, parfois 20 ans. Mais là, c'est un paquet qu'il faut valoriser. Nous les mettons dans la même fourchette. Cette fois-ci, ils ont quelque chose d'honorifique à la fin, mais nous boostons le capital. Généralement, c'est la sensibilisation. C'est une licence honorifique qu'on leur offre après le même parcours, en espérant qu'en ayant compris ce qu'on leur transmet, ils vont mettre à notre disposition des enfants, c'est-à-dire leurs fils, qui eux seront formateurs. Je ne sais pas si nous voyons un peu le... Il est important que le leadership comprenne Oui. pour faciliter le système. Ok, je comprends. Mais si nous passons par une assemblée locale, nous allons provoquer une persécution inutile, un désordre dans le système. Et les personnes qui mettront la pression sur les leaders de l'assemblée locale ne le feront pas parce qu'ils n'aiment pas le royaume, mais juste par ignorance, parce qu'il y a quelque chose de nouveau au sein de leur système qu'ils ne comprennent pas. Et nous avons été victimes de ces choses. Nous avons provoqué ce désordre à plusieurs reprises. Nous sommes en train d'apprendre de nos expériences. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais nous allons nous rassurer que la tête comprenne avant d'engager des entreprises avec le fonds. Comment devenir partenaire de WAM? Quels sont les critères pour bénéficier des formations de l'organisation? Des questions posées par le docteur Dambège, surintendant national de l'Église wesleyenne de la RDC. Et le docteur Longa répond en dénonçant un mauvais schéma instauré pendant longtemps par l'Église occidentale. Supposons qu'aujourd'hui, l'Église wesleyenne francophone veut vraiment le coaching pour former, pour organiser une formation des formateurs missionnaires. Est-ce qu'il y a des conditions? Il faudra remplir tout ça? Ou il faut un contrat? Est-ce qu'il y a une tarification? Tout ça. Oui, comme on le dit, nous sommes une agence de facilitation. Nous fonctionnons comme des catalyseurs. Le catalyseur dans un mélange ne fait pas partie des ingrédients. Il est là pour booster la cuisson. Et après la cuisson, si vous voulez l'extraire, il part sans créer un vide dans le système. C'est un peu ça l'approche que nous adaptons. Nous sommes dans la logique de la catalysation. Donc, l'Église wesleyenne francophone voudrait, par exemple, étendre l'expérience congolaise ailleurs et se dit, nous avons besoin d'une formation de formateurs. C'est pour ça que nous existons. C'est pour ça que nous existons. Mais maintenant, les questions que nous allons nous poser, c'est où est-ce que vous voulez aller? Parce que nous n'allons que là où les non-atteints se trouvent. Voilà. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, en fait, nous voulons nous identifier à ce que vous faites. Quand vous dites, nous voulons une formation de formateur parce que nous avons le projet, n'est-ce pas, de dupliquer l'expérience de l'ICACI, je ne sais pas, au Niger ou je ne sais pas trop où. Nous voulons que ces expériences se multiplient là-bas. Oh, c'est là où nous voulons aller. Vous voyez un peu. Et là, nous sommes dans la facilitation. Voilà, nous sommes très d'accord avec une telle approche. Et puis, nous pouvons définir un protocole. Nous pouvons définir un protocole. L'un des éléments phares de la définition du protocole, c'est qu'on devrait s'accorder avec le partenaire pour dire, c'est vous qui allez et nous vous accompagnons. C'est très difficile dans le contexte africain. Parce que généralement, la mauvaise habitude que les missions occidentales ont inculquée à l'Église subsaharienne, c'est que c'est la mission qui part et l'Église l'accompagne.
C'est malheureusement ça le schéma. C'est la mission. On est arrivé à des cas où c'est la mission qui allait jusqu'au point d'acheter un terrain dans un village africain, a construit une chapelle pour que la dénomination y fasse culte. Ça, c'est vraiment dégradant. Et comment tu fais le contraire? C'est quoi ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Ce qui doit être, c'est que nous sommes au Niger. Il y a une église au Niger qui veut aller quelque part. Et la mission l'accompagne. Vous voyez un peu. Il est vrai que c'est la mission qui ouvre les yeux de l'église. Vous voyez, par exemple, c'est à cause de notre bruit qu'une église a dit « nous adoptons les néos ». Mais maintenant, dans le processus, on leur dit « revenons sur le principe de l'adoption ». Les agences d'adoption ont des bébés, ont des possibilités. Les enfants n'appartiennent pas à l'agence d'adoption. Il y a des enfants en souffrance que l'agence d'adoption connaît. Et l'agence d'adoption entre en contact avec des potentielles familles qui ont la capacité d'accueillir l'enfant. Et il y a des démarches qui font qu'on puisse arriver à un carrefour où le monsieur et la femme acceptent de reconnaître que si nous amenons cet enfant chez nous, il est notre enfant. Il n'est pas l'enfant de l'agence. Il ne faudrait plus que demain, si l'enfant a mal à la tête, qu'on appelle l'agence pour dire « le bébé que vous nous avez donné est malade ». C'est la situation dans laquelle plusieurs agences missionnaires se retrouvent dans leur partenariat avec l'Église. En fait, il n'y a pas partenariat, il y a paternalisme.